cette première séance, nous sommes en M57 au niveau des finances. Alors, la règle n'a pas changé, mais le circulaire nous impose de nommer en fait à la présidence de cette séance une autre personne qui n'est pas le maire et dans laquelle figure le compte administratif. Voilà pourquoi vous avez reçu 2 convocations. Donc nous allons faire la première séance et je désigne Christian Brandolin, président de cette première séance. Je rappelle que le président désigne le secrétaire de séance, il organise le temps de parole, il désigne les rapporteurs et c'est lui qui organise la soumission au vote. Donc nous avons notre règle intérieure, donc je vais me tourner pour le quorum, sachant que nous avons le quorum pour cette séance, d'accord? Et donc je donne la parole à Christian Brandolin pour cette première séance. Nous enchaînerons après la deuxième. Bonjour, donc je vais commencer par les procurations. Emmanuel Hazard, procuration à Judica Lamana. Daval Vincent a donné procuration à Philippe Pigné. Ghislaine Guy a donné procuration à François Chabot. Thibadi Roxal a donné procuration à Julien Benino. Coléno Stéphanie a donné procuration à Jérémy Artero. Et Mme Duché à Marie a donné procuration à Dimitri Favre. Oui, il y a quelques personnes qui vont arriver un peu plus tard. Ils ont prévenu, il y a Maurice Tagier, il y a Mélanie, Nicolas. Donc l'ordre du jour, c'est l'approbation du compte de gestion 2023 et approbation du compte administratif 2023. Avant, je vais donner la parole à François, secrétaire de séance, Philippe Pigny. Donc je vais donner la parole à Françoise et à Virginie, qui reviennent de Paris et qui ont plein de choses à nous dire. Pourquoi Jean-Louis Macron? Oui, alors en effet, nous sommes partis représenter la commune et Madame le maire au Palais du Luxembourg. On a été reçus par un monsieur qui s'appelle Julien Goupil, qui est un directeur d'association d'emploi citoyenne. Et nous étions dans le salon de Gisors, donc au Palais du Luxembourg, et non pas vraiment au Sénat. C'était très bien, l'accueil a été très bien. Donc le but de cette association, c'est de développer la culture citoyenne. L'association est porteuse du label national Village des filles citoyennes. C'est donc cette association qui a créé ce label. Et donc nous avons été reçus par le sénateur Henri Cadal et nous avons eu l'honneur, je dirais, de rencontrer le ministre, Mme Prisca Thévenot, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du renouveau démocratique. Voilà. Alors, donc, je vais remettre le label. Et bon, ce label, il valorise tout le travail qui a été fait depuis notre premier mandat, mais aussi, comme il est pour tous les citoyens, puisque le but de ce label, Ville citoyenne, c'est de faire participer les citoyens. Et donc, c'est grâce à tous les citoyens, toutes les associations qui participent à la contribution. Donc, ce label, il n'a pas été facile à obtenir, puisque sur 360 communes qui ont candidaté, seulement 30
ont été labellisés. Donc on est très fiers, Hélène, que voilà, que nous soyons parvenus à ceci avec le travail. Alors, le dossier constitué était très lourd. Et je remercie Virginie qui a assemblé un peu tout ce que nous avons fait, parce qu'en fait, ce qu'il y a de très positif dans l'obtention de ce label, c'est aussi le fait qu'on fasse partie maintenant d'un réseau, du réseau des villes citoyennes, et que ça va permettre tous les échanges entre toutes les villes, de manière à piquer nos bonnes idées, donner nos bonnes idées, et ça va permettre d'aller non pas plus vite, parce que certains diront qu'on ne va pas assez vite, mais si on est allé vite, parce que tout est très long et on s'est aperçu par rapport à ce qu'ont dit les autres, qu'en fait on était quand même bien engagés, et que donc l'intérêt, c'est que maintenant on aille plus loin, mais on est bien engagé là-dessus aussi. Alors, afin que ce soit plus compréhensible peut-être, les actions citoyennes, enfin, ce qui a été marquant sur notre commune, c'est la maison des associations. C'est un lieu rassemblant les citoyens des associations, donc ça a été très valorisé. C'est les déjeuners du lundi entre les petits et les grands, le conseil municipal des jeunes, les actions du conseil municipal des jeunes, l'éco-quartier, l'éco-habitat. Oui, on a fait bien distrait, les jardins partagés. Et ça rassemble les choses concrètes de cette réalisation sont celles-ci. Et le soutien aux associations. Oui, et le soutien financier aux associations, bien sûr. Et voilà. Merci. Merci Françoise et Virginie de nous avoir représentés sur Paris. Et oui, en effet, on peut être très fiers de ce label Ville citoyenne et bien entendu qui nous engage encore et encore plus à travailler dans ce sens-là. Voilà. Merci. On peut s'applaudir un peu. Je voudrais faire une remarque. Donc, ça va favoriser les échanges avec les élus des autres villes citoyennes, c'est très bien. J'espère surtout que ça va favoriser les échanges avec les citoyens. Voilà. Et alors, je ne sais pas si c'est un signe ou pas un signe, mais en tout cas, en ville de ville, c'est la première fois où une réunion de ce type est organisée sur ce type de sujet d'urbanisme. Et c'est bon signe, et j'espère que ça va se développer dans l'avenir, parce que c'est vraiment ce qui manque à Malmort. Thierry, les comités consultatifs sont aussi là pour ça. Oui, mais il faut qu'ils servent. Il faut qu'ils servent. Voilà. Si vous voulez, ce matin, on était à la métropole pour échanger sur le SCOT. Et à Malmort, on n'arrive pas à échanger avec nos élus du conseil municipal sur les problèmes d'urbanisme. Voilà, c'est un exemple et je souhaite que ça change. Je souhaite que ça change. On a proposé des ateliers d'urbanisme, il faut les faire, c'est important. Bon, merci. Donc, avant de passer au rapport, il y a l'approbation du procès verbal qui a été fait par la CAC. 14 pages. Voilà. Donc, y a-t-il des questions sur ce procès verbal? Oui. Moi, j'ai très bien, juste la dernière page à la fin, la page 14 du PV et la page 16 du PDF. Donc, ce que j'ai expliqué justement sur le SCOT est très résumé et les passages les plus importants n'ont pas été cités. Donc, je vous propose la rédaction suivante.
Thierry Breton évoque le SCOT en cours d'élaboration. Ce document va définir le devenir de nos territoires et de nos communes dans les 20 ans à venir, ce qui mériterait un débat communal. Maintenant, classé en pôle d'équilibre, cela est fait. En effet, le SCOT classe les communes au pôle de développement qui recevront 80% des nouveaux habitants et des nouveaux emplois, pôle de proximité qui recevront 10% des nouveaux habitants et 15% des nouveaux emplois, et pôle d'équilibre qui recevront 10% des nouveaux habitants mais seulement 5% des nouveaux emplois. Ce classement au pôle d'équilibre n'est pas une bonne perspective pour notre commune. On est destiné à devenir une ville dortoir, à comparer de la Roque, qui est classée en pôle de proximité et qui devrait bénéficier de plus d'emplois. Il faut donc un débat et une réflexion collective sur l'avenir de la commune dans le cadre du SCOT. Voilà. Et à cette occasion-là, j'ai rappelé également la nécessité de respecter l'article L151-27 du Code de l'urbanisme qui impose de délibérer sur le bilan du SCOT à 6 ans, du PLU à 6 ans. Voilà, je vous propose cette rédaction, je vous transmettrai le texte et vous pourrez vérifier que c'est bien l'esprit. On regardera sur la vidéo si c'est bien. Et autrement, Thierry, bon, ben, je vais passer au vote. D'autres questions? On va passer au vote. on vote pour la modification. On vote pas pour la modification? Oui, on vote pour la modification, pour le principe de la modification. Oui, mais comme oui, on va regarder la vidéo et. Donc, le Conseil vote sur le principe qu'on peut faire cette modification. Si c'est conforme à la vidéo. Oui, si c'est conforme à la vidéo. C'est le Conseil qui décide, c'est comme le secrétaire de séance, c'est le Conseil qui le nomme sur proposition du maître. Oui. Bon, ben, qui est pour, qui est contre la modification après le virage de la vidéo? Qui s'abstient? La majorité. Merci. Et maintenant, vote du procès verbal. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Votez à la majorité. À l'unanimité. On va passer au rapport numéro 1, approbation du compte de gestion 2023, des budgets principaux. Je passe la parole à Hélène Jean. Donc je rapporte ce rapport numéro 1 qui est l'approbation du compte de gestion 2023. Donc on a l'habitude chaque année de le faire. En fait, il retrace toutes les écritures de l'ordonnateur transmis au comptable. Et ce résultat est identique à celui de la commune. Il y a donc concordance. Et nous verrons dans le rapport numéro 2 sur le résultat du CA, tous les éléments les précis. Donc c'est un rapport où on voit qu'en investissement, résultat cumulé pour l'année 2023, 3 175 980, je vous passe les centimes. En fonctionnement, 3 972 906 euros. Et pour un total de 7 148 887 000. Voilà, je passe la parole au président pour le vote. Après avis de la commission des finances du 25 mars 2024, il est proposé au conseil municipal de déclarer la concordance des comptes de gestion du budget principal dressé par le receveur pour l'exercice 2023 avec le compte administratif 2023 établi par l'ordonnateur. D'approuver le compte de gestion du budget principal visé et certifié conforme par l'ordonnateur et n'admet ni observation ni réserve de sa part. Est-ce qu'il y a des questions?
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3, 4. Donc, rapport à la majorité. Donc, on passe au rapport numéro 2, compte administratif 2023 et budget principal. Je passe la parole à Mme Hélène Jean. Oui, merci. Donc, vous avez une synthèse du compte administratif, mais nous avons fait un PowerPoint et merci aux services communication ainsi que les services qui sont derrière moi pour toute question technique si on les sollicite pour la présentation de ce compte administratif. Donc, comme nous le voyons, nous allons aborder le fonctionnement, l'investissement, la santé financière avec les indicateurs et enfin la clôture comptable. Donc, pour commencer, peut-être une petite précision sur l'exécution comptable, puisqu'on voit, comme chaque année, la DGFiP nous a fait parvenir les indicateurs et qui démontrent la rigueur comptable de la commune. Un des premiers indicateurs, vous le voyez, sur 7090 lignes de mandat traité, un délai de paiement où vraiment nous sommes, je rappelle que réglementairement c'est 30 jours et donc Malemort est dans 15 à 5 jours pour ce délai de paiement. Donc c'est un bilan très positif de cette régularité de gestion. Et là, je me permets aussi de féliciter nos équipes finances là-dessus. Donc l'indicateur de performance comptable, du coup, est noté par la DGFiP à 100%. C'est une nouvelle façon de noter, donc ce qui nous fait une note de 20 sur 20 et qui montre donc la bonne solvabilité de la commune. Enfin, ça participe à la bonne solvabilité de la commune, c'est certain, avec certains indices dont on peut être fier, mais surtout faire ce retour à nos agents et à nos services qui sont les premiers à travailler à cela. Les recettes réelles de fonctionnement. Bon, vous connaissez maintenant un petit peu d'où viennent nos recettes. En tout cas, nous avons eu 10 507 323 euros de recettes, avec des recettes qui arrivent, vous le voyez dans le calendaire, à 78,2% des impôts et des taxes, 9,2% des dotations, 7% des produits de services, 4,2% autres produits de gestion, et 1,3 l'atténuation de charges. Donc, elles ont été évaluées avec prudence, on le rappelle, toujours prudence sur les recettes, et atteignent un niveau global de réalisation de 103,3%. C'est pour ça qu'on était prudent, on dépasse donc les 100%. Et pour juste vous informer quelles sont ces recettes complémentaires, elles ont été pour l'année 2023 de 527 300. Il s'agit de 122 635 de fiscalité provenant de la taxe d'électricité, 102 531 du versement de l'État du filet de sécurité. Je rappelle que c'est par rapport à l'électricité. Et 71 856 euros sont des remboursements de charges personnelles, donc vous voyez bien des choses que l'on ne peut pas prévoir, et 144 000 dont de produits exceptionnels liés à des reversements indus. Donc, juste
pour une information, la hausse des impôts directs décidée pour l'exercice 2023 a apporté à la commune 1 207 808 € supplémentaires. C'est avec les hausses de l'État, nous visions le million, sans augmentation des bases, c'était 1 066 000. Donc, je le rappelle, je le redis, cette décision responsable a permis de maintenir un bon niveau de service public tout en faisant face à l'inflation qui s'imposait aux dépenses de la commune, particulièrement l'an dernier, avec la hausse de l'énergie et d'autres dépenses incontournables. Voilà, les structures de dépenses de fonctionnement, des dépenses totales de 8 371 617. Nous avions fait un budget prévisionnel de 9 461 269, donc toujours bien contraint. Un taux de réalisation à 88,5%, donc des dépenses réelles de fonctionnement, qui s'articulent toujours autour des mêmes postes, vous le savez. Si vous suivez sur la synthèse, nous sommes à la page 4 du rapport, mais en tout cas, nous avons zoomé sur les différentes parties de ces dépenses, mais vous le voyez dans le slide là, nous avons un bon niveau de sincérité avec les charges de gestion, les charges de personnel, les atténuations de produits, les charges financières et les autres dépenses, et une hausse globale des dépenses de 5,16%, moins significative qu'en 2022, puisqu'elle était de 10,81%. Donc, un tassement de la progression de l'inflation. Donc, on va détailler un petit peu ces charges de gestion, sachant que les charges à caractère général, c'est pour une dépense de 2 628 243 €. Il s'agit du chapitre 011. Hein. Donc, il a réagi dans de moindres proportions que 2022 au contexte économique et à l'inflation. Pour autant, vous vous rappelez, en 2023, nous avons fait une DM et on avait rajouté 47 000 € pour réinjecter dans la décision modificative numéro 1 pour le seul poste de l'alimentation. Donc tout le monde est bien conscient de cette inflation sur des produits basiques, puisque quand on prend notre chariot, on a le même problème de pouvoir d'achat. Donc, la hausse subie sur les charges de gestion demeure sur des postes, on l'a vu au chapitre 65, avec une hausse de 233 000. Qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation du coût des prestations de services. Comme on a augmenté les taxes foncières sur la commune, elles se répercutent aussi sur le parc communal. Et tout le monde l'a su et entendu aussi, puisque la presse en a fait pas mal d'articles sur la difficulté des contrats d'assurance. Nous avons eu, bien entendu, mais à moindre mal, puisque certaines communes ne peuvent même plus s'assurer, une augmentation là-dessus, ainsi que sur la maintenance. Pour les autres charges, donc le 65, c'est le chapitre de gestion courante. On rappelle que c'est essentiellement le chapitre des subventions et des dotations. Donc là, la commune demeure engagée pour une vie associative et sociale. Donc on rappelle qu'est-ce que nous avons dans ce chapitre pour 1 071 810 €. Nous avons l'enveloppe des indemnités aux élus pour 112 604 €, avec des frais de formation de 1 266 €. Nous avons les subventions aux associations pour 232 415 €, et les plus grosses subventions vont à la crèche avec 50 000 € et à Vivons Ensemble avec 70 280 €. Nous avons la participation au SIGU, je rappelle le syndicat à vocation unique sur l'enfance jeunesse, qui est de 389 410 €.
Nous avons la participation à l'OCHEC et nous avons vu son augmentation l'an dernier pour 95 848 €. Et la subvention d'équilibre au budget CCAS a été exécutée pour 150 500 €. Voilà. Donc, concernant un zoom aussi sur les charges de personnel, qui est le 0,12, nous voyons que nous avons une augmentation de 7,23%. En 2022, elle était de 11,13%. Et clairement, il faut le dire, cette hausse est en partie due à l'application des décisions de l'État. C'est-à-dire que lorsque l'État annonce une hausse du SMIC, la revalorisation du point d'indice, nous devons, bien entendu, en fonction des grilles indiciaires, nous aussi, l'appliquer. Je rappelle que c'est sans compensation de l'État, hein, donc c'est direct sur les finances de la commune. Nous avons aussi, donc là, une somme liée à l'État, et nous avons aussi fait des choix aussi politiques, culturels, puisque nous renforçons pendant la saison estivale un renfort festivité. Nous créons un poste d'agent d'accueil à la Maison du Pays et nous avons un impact sur notre dynamique de terre de jeu 2024, puisque nous avons été labellisés avec un alternant et nous avions aussi un manager de centre-ville, Levana, qui d'ailleurs nous quitte aujourd'hui, puisque les 2 ans sont, ça y est, déjà passés. La masse salariale prévoit aussi l'assurance du personnel, la médecine professionnelle, les cotisations au CNAS. Nous avons 113 agents au 1er janvier et nous l'avions précisé dans l'organigramme avec les nombres d'agents par catégorie A, B et C. Toutefois, la part des dépenses du personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement est de 50,92% et se situe en dessous de la moyenne nationale pour les communes de même strate, 58%. Mais nous savons aussi, bien entendu, que nous avons des services rendus par nos associations. M. Sambin nous l'avait fait remarquer lorsque nous étions sur le GOB, et c'est une réalité un peu historique de la commune en effet. En section d'investissement, nous avons des recettes pour 2 515 149 €. On voit que ces recettes en 2022 étaient de 4 114 600 €, mais elles proviennent pour 78,4% de dotations et de fonds divers, dont l'affectation du résultat de 2022. C'est important de connaître bien le montage du budget pour le comprendre, pour 1 332 000 €, auquel s'ajoute le FCTVA de 511 857 € et la taxe d'aménagement pour 60 000 € qui a été constatée pour 128 602 €. 21,6% des recettes sont issues des subventions départementales à hauteur de 542 655 €. Et au regard de nos provisions budgétaires pour cet exercice, le taux d'exécution est de 83%, indiquant une bonne capacité de prévision de la collectivité. Et nous sommes à la page 7 de la synthèse du document. Ces dépenses réelles d'investissement, donc bien entendu on sait que c'est pendant aussi des recettes, avec 1 776 176 €. Donc on vous a détaillé dans la slide ce qui s'est passé avec les montants principaux. Bien entendu, c'est loin d'être toutes les dépenses, mais ça donne une idée des plus grosses dépenses. Et nous avons réalisé un programme d'investissement à hauteur de 26%. Plusieurs facteurs sont venus freiner ou différer le programme prévu. On en a déjà parlé. Il est vrai que certains projets ne sont pas sur une année de budget.
Mais en tout cas, nous avons eu une hausse significative des prestations et des matériaux. Nous avons eu une absence de réponse et des moments tardifs des prestataires pour des simples devis. Nous avons eu surtout des contraintes et des études complémentaires à réaliser. C'est important de le dire, parce que ça redéfinit des fois le projet. Hein, et ça, on l'apprend dans l'année pour avoir des subventions correspondantes. Et des études supplémentaires ont dû s'inscrire au regard des exigences des financeurs. Et enfin, rappeler aussi que notre équipe administrative, notamment au service technique, a été complète avec l'adjoint au service technique, le référent finance et la responsable marché au mois de juin 2023. Donc, pour autant, un programme d'investissement quand même réalisé pour 1 800 000 et voilà encore quelques repères de ce qui a été réalisé, mais vous devez le connaître, avec l'extension du colombarium, les travaux d'irrigation, la végétalisation de la rue Coriol, les équipements informatiques des écoles, acquisition de véhicules électriques, nous avons reçu le dépareuse, le camion benne, acquisition de tondeuses et de broyeurs, et une partie aussi d'études, notamment les audits énergétiques du réfectoire, du nouveau gymnase, etc., qui vont nous servir pour l'avenir. Alors je passerai assez rapidement sur l'épargne brute parce que en fait dans les deux slides, hein, l'épargne brute et la durée de désendettement, on retrouve un petit peu ce que nous avons débattu lors du débat d'orientation budgétaire, puisque nous étions assez proches finalement des indicateurs que nous avions annoncés, et cela se confirme. Vous voyez donc une épargne brute et ensuite une durée de désendettement, qui sont deux indicateurs majeurs et qui nous passent dans une solvabilité des comptes de la commune très satisfaisante, et on peut en être assez fier, puisque la durée de désendettement est de 0,72 par an, et que vous voyez que la ligne rouge à ne pas franchir, elle, est de 12 ans. Voilà, et ça on l'a déjà vu, ainsi que l'épargne brute qui nous permet d'engager après, puisqu'on est avec de bons indicateurs, des visions à venir. Donc le résultat des sections, on peut du coup le déterminer. Vous le voyez que nous avons en section d'investissement, nous sommes excédentaires de 3 175 980 000 €, et ne fait pas du coup apparaître de besoin de financement, puisque vous savez que si nous avions une somme négative en section d'investissement, il faudrait l'abonder par le fonctionnement. Et ça, c'est obligatoire, sinon le préfet nous retoque et nous mettrait sous tutelle si nous ne le pouvions pas. Donc là, aucun souci, 3 175 000, c'est quand même pas mal pour la commune de Val-Mort. Et en section de fonctionnement, nous avons 3 972 906 €. C'est donc aussi un résultat qu'il faudra qu'on affecte. Mais nous pouvons observer que ces deux sections sont excédentaires, ce qui permet d'envisager un exercice 2024 dans de bonnes conditions, malgré le contexte. Et nous pouvons en être satisfaits. Et il conviendra bien entendu dans la séance numéro 2 de l'affecter par la suite, mais en tout cas arrêtons de nous flageller et soyons vraiment satisfaits de ces résultats. Je laisse la parole au président de séance pour rappeler le tableau et vous faire voter, et je quitte la séance comme en répond aux questions avant. Merci. Merci.
Alors, les questions. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le bilan de l'action du manager de centre-ville? Parce que honnêtement, j'ai discuté avec les commerçants du village et on n'a pas beaucoup vu et on n'a pas vu beaucoup de différence avec et sans. Manager de centre-ville, moi j'ai surtout constaté que le manquait de management. Mais peut-être que M. Pignet pourra un peu nous donner des précisions sur l'action occulte de cette personne. Je pense qu'on répondra ça aux questions diverses à la fin parce que. Ça concerne bien à parler. Non, on vient de parler des standards. Voilà. Alors, deuxième question, 38 000 € pour la rue Fernand-Bouriol. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails? Parce que c'est pareil, on a discuté avec beaucoup de commerçants. Moi, je ne vois pas trop d'aménagement par jour. Il y a quelques pots rouges immenses qui ne sont pas de très bonne qualité puisqu'ils sont déjà abîmés. Il y a eu, je ne vois pas trop la végétalisation. Voilà, est-ce que pareil, est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de détails? Parce que même sur la photo qu'on a eue là, c'est pas religion. Oui, il y a 7 pots qui ont été posés. Je pense que c'est. Il y a 7 pots qui ont été posés, il y a des travaux qui ont été faits à l'entrée. Donc, ça fait gagner de la végétalisation dans les pots. Et en plus, il y a les jardinières. Non, mais aussi les caches-poubelles qui ont été faits. Il y a le pôle cache-poubelle et aussi la zone de rencontre qui a été créée avec les marquages au sol et puis les panneaux qui ont été installés dans la rue. Et ça a coûté 38 000 €. C'est très cher, 1 000 €. C'est très très cher. C'est votre avis, mais le jour où vous devrez acheter des pots, vous verrez qu'ils ne sont pas donnés. Les pots sont très chers. Je me souviens qu'on avait fait justement préparer le dossier avec Éric Boucher. Donc vous allez donc chercher effectivement l'installation des pots, effectivement c'était dans le projet. La reconfiguration de l'entrée d'eau également, c'est-à-dire la suppression de scellés, de mettre des rampants, etc. pour fleurir pour pouvoir améliorer l'entrée de la rue, quoi, et rendre plus attractive. Et puis, voilà, et donc effectivement, on avait estimé, déjà à l'époque, et c'était, quand on a préparé le dossier, c'était il y a 3 ans, les pots coûtaient déjà extrêmement cher, effectivement. Donc rien que les pots coûtent cher, et effectivement, il faut installer les pots, il faut installer les plantations, il y a le coût d'installation, tout ça. Installer au bus greffé, justement, la zone de rencontre, qui est vraiment un plus pour la rue, pour sécuriser les personnes qui viennent, qui vont faire leur cours dans la rue Fernand-Bouriol. Voilà, donc je pense que non, c'est un tarif tout à fait correct. Donc est-ce qu'on a constaté une hausse de la fréquentation grâce à cette zone de rencontre ou pas? Alors, cette zone de rencontre a l'avantage de sécuriser déjà pour les personnes qui utilisent tous les jours la rue. La zone de rencontre est là pour sécuriser, d'accord? Et donc, comment dire, je pense qu'avec le temps, effectivement, et avec effectivement une offre encore plus complète qui va arriver d'ici quelques temps, eh bien on va tout naturellement avoir un flux plus important dans la rue. Voilà. Et on y travaille. Oui, alors, franchement, M. Faro, à part vous opposer, qu'est-ce que vous savez faire? Parce que là, vous commencez, on est sur un compte administratif, et vous commencez sur un détail de 38 000 € sur la rue Fernand-Bouriol. Pourquoi? Merci. Non, ça ne me dérange pas du tout, mais on est en train de se justifier, et moi, je n'ai pas envie qu'on se justifie. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans qu'on a mis en place ce projet, on est allé chercher les subventions, on a fait des réunions avec les commerçants. Alors vous nous dites, il y a quelques commerçants là, mais en tout cas, ils nous avaient fait remarquer qu'on était sur un embellissement pour vraiment un environnement plus agréable et amener en effet un flux plus important. Et le deuxième point, alors qu'on n'était que sur le fleurissement, ça a été la zone de rencontre
et la demande de ralentissement. On a répondu aux commerçants. Après, si tous n'étaient pas en réunion, c'est pas un problème. Mais je rappelle que pour la zone de rencontre et le plateau traversant que nous allons reprendre, parce qu'il y a une dangerosité un petit peu sur les pentes sur le côté, donc là l'entreprise revient et reprend le plateau traversant jusque dans les rigoles pour retrouver cela. Donc ça c'est pas... Mais voilà, on travaille avec, on fait, ça met du temps, on va chercher les subventions, et oui, ça coûte 38 000 €. Mais je n'ai pas l'impression que vous ayez la notion de dépenses pour une commune quand vous dites que 38 000 €, c'est beaucoup. Non, je pense que c'est vous qui... Je pense que non. Et vous n'êtes pas au courant de ce projet alors que M. Pigné le porte depuis longtemps. Voilà. Moi, je n'irai pas plus loin parce qu'il faut toujours qu'on se justifie sur des choses que vous arrivez, vous débarquez comme si vous ne connaissiez pas et vous pointez cela. Ben oui, on travaille à ça et on a envie que la rue et la dynamique, d'ailleurs si on a fait envie de ville avec des ateliers, c'est pour aussi solliciter et trouver de nouvelles idées, pour la dynamique économique. Alors vous êtes le défenseur des commerçants, mais en tout cas, pas nous. Merci de m'attribuer ce titre, je vais le prendre sans problème. On vous voit, c'est pareil, c'est bien de passer. 38 000 € en 3 ans pour en arriver là, excusez-moi, nous émettons des réserves, c'est normal. Et si ça ne vous plaît pas, c'est notre rôle d'opposition que de relever les choses qui nous paraissent pas normales. Et on continuera. Nous prenons pas plus, c'est juste pour dire que arrêtons de cristalliser la deuxième. Merci. J'avais encore un petit point à voir. Je vais juste, je trouve que excuse-moi, juste rester sur ce point de détail intérieur. Je suis déjà content, parce qu'on en avait parlé la dernière fois, que le plateau soit revu, parce que presque je m'étais la remarque et que tu me remettais en question presque. Donc c'est je vais juste te remettre en question. Non, je vais juste te remettre en question. Je remercie sur toi tes standards. Voilà, ok. C'est vrai, voilà. Je remercie que le plateau soit revu. Je contestais le fait qu'il soit revu la dernière fois quand on s'est dans la réunion. Donc, oui, alors je remercie que ce soit fait. Voilà. Donc je remercie que ce soit fait. Et deuxièmement, ce plateau, par contre, moi il me semble que quand on avait monté le dossier, il n'était pas prévu dans la végétalisation d'Aéroport-Lyon. Qu'on parle de zone de rencontre, oui, mais dans le budget, ce n'était pas prévu. Donc combien ce plateau, dans les 30 000, a coûté? Parce que ça peut faire beaucoup de plantes en plus. Voilà, le plateau n'était pas prévu parce qu'il a un coût ce plateau. Enfin, je ne sais pas combien il a coûté exactement, mais ça représente un coût. Bon, juste une chose. Oui. Alors ce plateau, il a été demandé par tous les commerçants lors de la réunion qu'on a fait avec les commerçants, et c'est une de leurs demandes principales. Le fleurissement, ils étaient... C'est pas ma question. Quand on a monté le dossier de renouvel, quand on a monté le dossier de subvention, on a financé, on a estimé à partir de plantations. On n'a pas fait de budget, on n'a pas budgétisé, on n'a pas demandé de subvention pour un plateau qui a un coût. Donc ça veut dire que si on a fait ça, c'est au détriment de la végétalisation. Donc si je puis répondre à ça, justement, lorsqu'on a fait le dossier, on l'a fait ensemble, c'est bien. Nous avions un objectif d'installer un grand nombre de pots tout le long de la rue Fernand-Pariol. Et donc, avec la concertation avec les commerçants, etc., et avec les réunions avec les commerçants, on s'est rendu compte qu'effectivement, notre objectif était un petit peu ambitieux, dans la mesure où effectivement le positionnement des différents pots gênait l'activité de certains commerçants. Certains nous ont demandé de ne pas les installer là où on les avait prévus et de les éloigner. Donc effectivement, comme la rue n'est pas extensive, il a fallu réduire le nombre de pots. Mais ce qui nous a justement permis d'avoir cette opportunité de pouvoir compléter avec la zone de rencontre et de rentrer dans le cadre, je dirais, du montant global de la subvention telle qu'elle était obtenue. Voilà. Monsieur Sorel. Oui, moi, comme chaque année, je fais des remarques. 103% par rapport aux recettes estimées. On peut considérer cette année que les recettes n'ont pas été trop sous-évaluées comme les
années précédentes. Par contre, sur les dépenses, qu'elles soient de fonctionnement ou d'investissement, plus de 3 millions d'excédents sur les dépenses de fonctionnement. Là, je me dis qu'on a beaucoup surestimé les dépenses. Et pour autant, on voit qu'il y a eu des augmentations de charges de personnel, que ce soit en nombre de personnes embauchées ou des augmentations contraintes par l'État. Donc, je me demande sur quoi on a fait les économies. Sur l'investissement, on a aussi 3 millions d'excédents. Je me pose la question pourquoi on n'a pas utilisé cet argent pour investir, pour baisser à terme le coût de fonctionnement. Je pense par exemple à l'isolation du bâtiment. On voit qu'il y a eu des études, donc j'attends avec impatience le budget 2024 pour voir si le résultat de ces études va permettre d'orienter les dépenses d'investissement vers des baisses à venir des frais de fonctionnement. Je ne suis pas certain. Quand je vois ce qui a été réalisé en 2023 dans la section investissement, de mondialisation, elles ne portent pas toutes sur des économies à venir en coût de fonctionnement. Et je trouve que ça manque un petit peu d'orientation transition écologique. Voilà. Pour autant, c'est les chiffres qui ont été approuvés, donc le compte administratif comme le compte validé par le trésorier, on le votera. Mais je mets en garde sur le budget à venir 2024 sur les remarques que je veux faire. Merci, c'est vrai que ce sont des remarques pertinentes. Après, sur les charges et l'augmentation des dépenses, on l'a vu et on a fait le zoom. On contraint pour autant les dépenses générales, mais on est toujours sur des charges de personnel en effet qui augmentent. Et j'ai expliqué pourquoi par rapport à ces contraintes d'obligation. On est à 7,23. Après, si les économies, on en a fait puisqu'on a montré que, je pense que vous aviez dans la synthèse le tableau plus précis des coûts d'électricité, des coûts de l'eau, des coûts du gaz, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a en effet fait des économies, mais qui ont du mal à se voir parce qu'en fait, on a des augmentations de coûts. Et c'est à cela qu'on dit que c'est vraiment lié alors pour ça, en restauration, on a fait une DM dessus, c'est une augmentation, et avec ces augmentations des contrats. En investissement, en fait, on le verra aussi dans le budget 2024, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une commune, c'est un tout, et la roue de la commune, elle doit se répartir de partout. Pour autant, on lui donne une coloration plus verte, parce que justement, c'est comme ça qu'on va arriver à contraindre le fonctionnement. C'est parce qu'on fera des interrupteurs automatiques, qu'on mettra des contrôles de chauffage, qu'on fera de l'isolation, qu'on arrivera à contraindre nos dépenses. On arrive en effet à ces économies-là, mais elles ne sont encore pas assez nettes parce qu'elles sont noyées par les augmentations des coûts. Mais on le fait, sauf qu'en investissement cette année, en 2023, eh bien, il y a des coûts qui sont lancés que vous ne voyez pas là et qui se verront dans l'année à venir, parce qu'il fallait qu'on reprenne les audits. Et les audits énergétiques étaient la première demande par rapport à nos financeurs était suffisant. Or, dans l'année, notre premier financeur, qui est le département, je ne le cache pas, nous demande aussi des audits de on isole, ok, ce bâtiment, mais de combien vous arrivez à gagner en économie. Et ça demande de nouveau des études. Donc du coup, tout ce qu'on avait lancé et qu'on pensait faire, eh bien, ce sera décalé à cette année. Et vous le verrez dans le budget 2024, on est aussi ambitieux en investissement parce que les études sont parties, nous avons le staff en personnel pour nous porter ça,
Et voilà. Mais je pense que notre compte administratif, il est très sincère quand il dit que, eh bien oui, notre programme d'investissement, on ne l'a réalisé qu'à cette hauteur-là. Mais en tout cas, on vous a expliqué aussi les freins qui ont fait que l'investissement n'est pas à la hauteur de ce que nous avions prévu. Voilà. Je veux juste finir la ligne droite, parce que ma question s'apparente un peu à ce que je partage pleinement d'ailleurs ce que vient de dire Emmanuel. Et moi, la question que nous nous posions, en fait, c'est la commune aujourd'hui a une épargne d'à peu près 7 millions d'euros, si on a bien compris. En tout cas, il y a 7 millions d'euros qui sont mis de côté. L'avance d'impôt, c'est 1,2 million. Et au total, ce qui a été rentré, c'est 1 748 000 euros, un plus, à peu près. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, Madame le maire, que l'augmentation de l'impôt, puisque en fait, cette augmentation, elle n'aurait pas eu lieu, on n'aurait pas imputé la trésorerie, et même on aurait quand même accru, est-ce que cette augmentation n'a pas été excessive pour le moins? Alors, je vais encore vous répondre et me mettre en faux à ce que vous dites, parce que je vous renvoie au graphique de l'évolution des parts du brut. Franchement, il faut comprendre tous les mécanismes d'un budget communal pour ne pas poser cette question, M. Parot. Si nous n'avions pas augmenté les impôts en 2023, nous le disions, nous avions un fonctionnement difficile à contraindre face à une crise, et une vraie crise énergétique. Nous cherchions le million pour répondre à la crise énergétique. Nous avions fait des simulations des os de foncier, du bâti, etc. On rappelle qu'il y avait les liens, etc. Bon, on avait vraiment travaillé sur ce calcul de hausse, avec justement la projection pour le million, chose qui est rentrée. Hein. Mais à cette époque-là, et je vous remets dans le contexte de 2023, nous étions... Merci Roxane, tu peux t'installer. Nous étions dans un contexte particulier et nous étions à nous poser la question on ouvre ou on n'ouvre pas la piscine. Nous étions à nous poser la question sur des services publics. Donc, cette hausse des impôts, elle était liée à ce contexte-là. En effet, on voit que c'est rentré en taxe et que ça favorise l'épargne brute et ça nous met dans de bonnes conditions pour l'investissement. Vous savez qu'il faut que le fonctionnement compasse l'investissement. Donc là, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, c'est très bien. Mais si nous avions pu réaliser tout l'investissement que nous voulions, notamment sur les bâtiments, nous avions dit isolation de l'école Joliot-Curie, nous avions dit isolation du bâtiment d'hôtel de ville, tout ça, on l'a décalé par rapport aux études. Si nous avions fait ces gros investissements, ben nous ne serions pas dans une section d'investissement à 3 175 000. Et s'il était négatif, je le disais, il faudrait le compenser avec la section de fonctionnement. Section de fonctionnement qui, je le répète, est le plus difficile à comprendre par rapport aux charges de caractère général incompressibles. Donc non, ce n'était pas une mauvaise idée que de mettre cet impôt. Je rappelle quand même qu'on reste toujours les impôts les plus bas du pays salonné, malgré la hausse, et que ça n'avait pas été augmenté depuis 2009. Oui, c'est toujours le cas. Comment Vert, bien sûr. Les Verts, ils n'ont pas d'impôt. Non, mais voilà. On est dans les 3 derniers. On est dans les 3 derniers. Avant, on était les derniers. Avant, on était les derniers, maintenant, on est dans les 3 derniers. On peut dire les premiers, et là, on est dans les 3 premiers. Mais franchement,
Voilà. Plus, je rappelle que 2023, l'État a aussi augmenté ses taux, hein, les bases, de 7%. Si vous le voyez, le petit calendrier qui précise chaque année, c'est l'an dernier que l'État a augmenté le plus ses taux. D'ailleurs, vous avez fait les gorges chaudes contre ces augmentations d'impôts, parce que nous n'augmentions que de 4, l'État de 7, et vous avez parlé de 40, etc. Donc, non, moi je reste avec mon équipe, hein, parce que c'est un débat qu'on avait eu, et un débat qu'on a eu aussi l'an dernier en débat d'orientation budgétaire, hein, même si vous n'étiez pas en accord là-dessus. Je pense que pour investir et pour garder du service public à l'identique, on ne peut pas faire croire aux administrés qu'on n'augmentera jamais les impôts. Voilà. Je pense que c'est une décision responsable pour l'avenir de la commune. Voilà. Nous pensons que 6,3 millions, ça aurait suffi, et qu'une augmentation, une augmentation des bases suffisait à faire rentrer un certain nombre de fonds pour faire tourner la boutique. Après, là, honnêtement, moi je ne comprends pas. Je comprends, vous m'expliquer, effectivement, moi, la seule chose que je vois, c'est qu'il y a 7 058 887 €, que l'année dernière, il y avait 5,6 millions, donc on a augmenté les impôts pour mettre de l'argent de côté. Voilà, si, c'est les chiffres. Non, pour investir et alors, se pour permettre... investir, pour emprunter, effectivement. Pour emprunter, en effet, puisqu'on est à une dette très basse. Effectivement, c'est votre choix. Vous augmentez les impôts pour augmenter l'argent qu'on a de côté pour pouvoir faire appel à l'emprunt. Ok, je comprends. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas besoin d'augmenter l'impôt pour faire appel à l'emprunt, vu que la commune n'est pas si endettée que ça. Après, ce sont des choix que vous faites. Nous ne sommes pas d'accord. C'est le conseil municipal. On exprime nos divergences. Vous faites le choix d'une politique, nous en ferions le choix d'une autre. C'est nous. Je suis très tentée de savoir, qu'auriez-vous fait, monsieur Barreau? Comment feriez-vous? Moi, ça m'intéresse vraiment. Parce que l'opposition, c'est très intéressant. Laissez-moi finir. Qui nous a donné la parole? Mais je la prends, monsieur, comme vous la prenez. Nous sommes dans un débat et nous avons droit à la parole. Donc, je vous le demande, puisque vous vous opposez, c'est normal, vous êtes dans votre rôle, vous attaquez à l'impôt. L'impôt est tellement impopulaire que c'est très facile pour préparer votre campagne. C'est bien, c'est légitime. Mais la place... Mais enfin, monsieur, c'est incroyable. De qui vous moquez-vous? Alors maintenant, répondez à ma question, comment venez-vous? Ah, mais je n'aurais pas augmenté les impôts, je vais vous en faire la démonstration. Monsieur Parot, ce n'est pas suffisant comme réponse. Ah ben, Quelle serait votre il faudra vous accontenter. Madame Artero, il faudra vous accontenter. Et si vous voulez, je vous invite à suivre les publications de l'opposition et nous allons faire un exposé. Écoutez, je le suis très volontiers parce que j'adore vos selfies qui sont peu suffisants. Peu suffisants. Bon, monsieur Platon. Oui. Bon, il y en a qui s'opposent, moi je propose, ça fait 3 ans que je propose dans cette instance de faire des diagnostics énergétiques et de se baser sur le temps de retour sur investissement pour faire les priorités. Et je suis ravi que le département nous engage enfin dans cette démarche. Bon, il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, on va passer au vote. Madame la maire, donc, après l'avis de la commission des finances du 25 mars 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal de certifier les comptes administratifs 2023 conformes au compte de gestion 2023 dressé par le comptable, d'adopter le compte administratif 2023 tel qu'il est présenté à l'annexe, d'arrêter, en l'absence de Madame le maire, qui s'étant retirée n'a pas participé au vote, les résultats de clôture de l'exercice inscrits dans le compte administratif 2023, dont les montants sont retranscrits ci-après. Donc, investissement 3 175 980,
Fonctionnement, 3 972 906 euros, pour un total de 7 148 887 000 euros. De certifier ça sert, il reste à réaliser. Bon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, je précise, pour ce qui me concerne, que je vote pour, parce que je fais confiance aux gens qui ont fait les comptes administratifs, même si je ne suis pas forcément d'accord sur l'emploi qui a été fait des revenus de la commune sur tous les points. Mais j'ai pas raison, ça a été dépensé, ça a été acquis. Je pense que les codes sont justes. Et donc, je vote, j'approuve ces codes. Monsieur Pesson. Donc, j'ai précisé. Donc moi, pour ma part, je m'abstiens. Je trouve que la présentation est très bien. Je pense que le boulot est sérieux en termes de présentation. Par contre, n'étant pas associé suffisamment à certaines décisions, je m'abstiens. Donat. Bon, donc... Et moi, je précisais que je rejoins l'avis de M. Platon. Ce n'est pas forcément les orientations que j'avais choisies. Par contre, je ne mets pas en doute la sincérité des chiffres. Merci. Donc, rapport adopté à la majorité. Merci. Donc, je clôture la première partie du conseil municipal.